Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Salud et le magazine de la rédaction consacré à la santé et au bien-être. Je suis ravie de vous retrouver. Voici le sommaire. Dans notre rubrique Quoi de neuf, docteur, nous ferons le point sur les nouveaux tarifs de consultation en vigueur désormais chez le généraliste. 3 tarifs, pourquoi? Explication à venir. Notre dossier sera consacré à l'enfant et au diabète. Le nombre de jeunes malades touchés par le diabète de type 1 est en augmentation exponentielle. À quoi est-ce dû? Comment repérer, si possible, les symptômes? Comment se soigner et vivre avec cette maladie le plus normalement possible? Réponses et conseils avec nos spécialistes. Dans notre rubrique Le Rendez-vous, nous évoquerons le Téléthon prévu les 8 et 9 décembre prochains et qui génère toujours un grand élan de générosité de la part des insulaires. Enfin, dans À lire, à voir, nous vous proposerons des suggestions de livres, de vidéos, de sites internet pour parfaire vos connaissances dans le domaine de la santé. On passe tout de suite à notre rubrique Quoi de neuf, docteur ? Depuis le 1er novembre, les tarifs des consultations chez un médecin généraliste ont été modifiés. 25, 46 ou 60 €, un tarif applicable sans que vous le sachiez forcément avant d'effectuer votre règlement. Alors pourquoi cette différence? Voici quelques explications. La norme reste la consultation simple à 25 €. Depuis le 1er novembre, 2 tarifications ont été ajoutées. Il faudra payer 46 € pour les consultations complexes. Elles concernent par exemple les personnes atteintes par la maladie de Parkinson, les enfants souffrant d'obésité, une première demande de contraception par une adolescente. Enfin, on vous demandera 60 € pour les consultations très complexes, c'est-à-dire pour les annonces de maladies graves ou la mise en place de traitements contre le cancer, les maladies neurologiques ou bien encore le suivi des grands prématurés. Selon l'assurance maladie, l'expertise médicale et le temps passé près des patients seront ainsi mieux rémunérés. Le généraliste est libre de décider de la tarification qu'il veut appliquer, mais certains médecins ont déjà annoncé qu'ils maintiendront un seul et unique tarif à 25 €, notamment pour ne pas pénaliser les personnes en situation précaire ou bien qui ont l'habitude de payer un tarif bas depuis longtemps. Alors n'hésitez pas à en parler avec votre médecin généraliste. Il est là pour vous expliquer pourquoi il applique tel ou tel tarif. Place maintenant au débat de Salud et intitulé « L'enfant et le diabète ». C'est un phénomène de santé préoccupant qui va nous intéresser aujourd'hui. Le diabète concerne actuellement dans le monde 425 millions de personnes adultes. Mais ce qui nous interpelle encore plus, c'est la forte progression du diabète de type 1 chez les enfants en France. Plus de 2000 nouveaux cas chez des enfants ont été diagnostiqués chaque année entre 2013 et 2015 dans notre pays. Les taux les plus élevés ont été observés en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon une étude publiée il y a quelques jours par l'Agence Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Pour évoquer cette maladie chez les enfants et les adolescents, nous allons en parler avec nos invités. Et tout d'abord, Rosemarie Pasqualaggi, vous êtes la présidente de l'Association des diabétiques de Corse. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Et en duplex depuis nos studios à Bastia, le docteur Cécile Gouillard-Darnaud, pédiatre spécialisée en endocrino, diabéto et gynécologie pédiatrique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et à vos côtés, le docteur Laurence Gabriel, endocrinologue et médecin coordinateur au RCMC, c'est-à-dire le réseau Corse Maladies Chroniques. Merci à vous 3 de participer à cette émission. Avant de nous pencher sur la progression alarmante du diabète de type 1 chez les enfants, voyons tout d'abord ce qu'est cette maladie et comment il se soigne. Docteur Darnaud, qu'est-ce que c'est le diabète? On a l'habitude de dire couramment « Ah, c'est trop de sucre dans le sang ». Qu'est-ce qu'on peut dire pour simplifier? Alors, le diabète de type 1,
qui est le diabète le plus fréquent de l'enfant, est en fait une maladie auto-immune où le corps va produire des anticorps qui vont détruire les cellules qui produisent l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au sucre d'être utilisé comme énergie. Moi, j'ai tendance à expliquer à mes patients qui sont des enfants, je leur explique qu'ils sont, s'ils étaient une voiture, leur sucre serait en fait leur essence. Et ce qui permet au sucre d'aller au moteur, qui est la cellule, c'est l'insuline. L'insuline va donc guider le sucre et lui permettre d'être utilisé comme énergie. Quand vous parlez de maladie auto-immune, ça veut dire qu'on est avec cette maladie. Ce n'est pas une maladie que l'on attrape, en quelque sorte. Alors, on n'est pas avec cette maladie. On a une prédisposition génétique et des facteurs extérieurs qu'on ne connaît pas encore très bien vont déclencher cette maladie à un âge qui peut varier de 6 mois à 30 ans, 40 ans. On peut donc être diagnostiqué comme étant un enfant avec le diabète de type 1, tout petit, encore bébé. Oui, oui, tout à fait. Et alors, comment découvre-t-on qu'on a cette maladie ? Il y a une crise, comment est-ce que ça se passe ? Alors, comme je vous expliquais juste avant, l'insuline est détruite. Quand 90% des cellules sont détruites, des cellules qui produisent l'insuline, l'enfant va ne plus pouvoir utiliser son glucose. Du coup, le sucre va monter dans le sang, on aura une hyperglycémie et le corps va essayer de faire fuir ce sucre par les urines. Donc le premier signe, c'est une augmentation de la diurèse avec un enfant qui fait beaucoup pipi. Dans un deuxième temps, il va avoir très soif et le deuxième signe, c'est une soif intense. Là, vous parlez de symptômes en quelque sorte, mais est-ce qu'on s'aperçoit toujours à temps de ces symptômes ou bien est-ce qu'un jour, il y a un événement qui fait qu'un enfant doit être hospitalisé d'urgence, par exemple, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il a le diabète de type 1 ? C'est souvent tout à fait. Par des crises qu'on s'aperçoit de cette maladie. Alors, en fait, au départ, l'augmentation des urines et de la soif se fait insidieusement et puis l'enfant commence à perdre du poids et lors d'une maladie, par exemple, il va avoir une crise plus sévère et avoir une augmentation plus sévère de la glycémie qui va entraîner un coma, une fatigue et potentiellement un coma. Donc, ça veut dire qu'il y a une hospitalisation derrière ? Oui. Qu'on le détecte sans coma ou avec fatigue et signes de gravité, l'enfant doit de toute manière être hospitalisé. Quel est votre rôle lorsque vous accueillez un enfant qui est hospitalisé et sur lequel on suspecte un diabète de type 1 ? Alors tout d'abord de confirmer le diagnostic, ce qui est assez simple, il suffit de faire une bandelette urinaire ou une glycémie et une cétonémie. Si l'enfant a une hyperglycémie et une cétonémie, ça signe le diabète de type 1. À partir de ce moment, en fonction de la gravité dans laquelle il se trouve lorsqu'il arrive, on doit mettre en place assez rapidement une insulinothérapie en intraveineuse si l'enfant est très déshydraté, avec une réhydratation. Et si l'enfant est au stade dont on parlait tout à l'heure, avec juste une augmentation des urines et de la soif, alors on commencera l'insuline par voie sous-cutanée directement. Alors, docteur Gabrielli, vous êtes aux côtés du docteur Darnaud. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'accueillir des enfants sur lesquels vous soupçonniez la présence de diabète de type 1 sans qu'ils soient pour autant hospitalisés ? Oui, ça nous est arrivé. Alors, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma collègue. Je dirais qu'il y a aussi des patients qu'on a la chance d'attraper de façon complètement fortuite. Des fois, c'est par exemple un enfant qui se remet à faire pipi au lit, qui n'a pas forcément soif ou qui n'a pas plus de signes que cela. Et les parents sont un peu inquiets, donc on parle à leur généraliste qui dit on va faire un petit bilan. Et là, on a des glycémies qui ne sont pas, je dirais, levées de façon catastrophique. On peut avoir des glycémies autour de, des fois, d'1,40 g, 1,50 g. Des glycémies qui pourraient parfaitement cadrer par un diabète de type 2 si on le voyait chez quelqu'un de plus âgé. Malheureusement, c'est un enfant et c'est 99%
9 fois sur 100 un diabète de type 1 de l'enfant qui débute. Alors, est-ce qu'il faut hospitaliser les enfants? Alors, le débat n'est pas tranché. En pédiatrie, je sais que mes collègues pédiatres les hospitalisent parce qu'ils entourent l'hospitalisation de ce qu'on appelle l'éducation du patient, c'est-à-dire tous les gestes que le patient va devoir apprendre, ainsi que sa famille, pour gérer au mieux la maladie. Le parti pris des gens, je dirais comme moi, des professionnels comme moi, qui sommes plus, je dirais, convaincus du bien fondé de l'éducation thérapeutique avant tout et d'une possible prise en charge en ambulatoire justement pour qu'il n'y ait pas cette interruption par exemple de la vie du patient et de la famille, pour que ce diabète finalement, bien sûr c'est l'irruption de quelque chose de très grave dans la vie, mais la vie ne va pas s'arrêter, la vie va continuer, et nous on a le parti pris justement au travers de l'éducation thérapeutique menée en ambulatoire d'essayer, bien sûr pas quand il y a des signes de gravité, c'est évident, quand il y a par exemple déjà une acidocétose, peut-être qu'après on définira peut-être ces mots qui sont un peu effrayants, peut-être quand il y a déjà une cétose ou quand il y a un amaigrissement, quand il y a vraiment des signes de gravité, là il est évident qu'il faut hospitaliser les patients. Mais le patient, je les mets dans la catégorie, on va dire, des découvertes de diabète sans signe de gravité. On peut peut-être prendre le pari de ne pas les hospitaliser, de faire une éducation en ambulatoire, de façon à ce que ce ne soit pas, je dirais, un événement traumatisant, que la découverte du diabète, l'interruption de la scolarité et la matérialisation de quelque chose, d'un accident qui se passe dans leur vie. Rosemarie Pascolaggi, vous présidez l'association des diabétiques de Corse. Quand on révèle à des parents qu'un enfant, leur enfant, a un diabète de type 1, ils sont dans quel état? Est-ce que le ciel leur tombe sur la tête? Tout parent qui apprend la maladie de son enfant, c'est le ciel qui tombe sur la tête. C'est vrai que le diabète maintenant commence à être une maladie où on commence à en parler plus, donc à être un peu plus connu. Mais c'est vrai que on voit l'avenir de son enfant un peu limité et gâché. Donc le but de l'association et aussi de cette émission que vous nous permettez de réaliser, c'est de donner l'espoir. Donc actuellement, il est possible de très bien vivre avec un diabète. C'est sûr que c'est beaucoup de surveillance. Il y a encore des portes qui nous sont fermées, par exemple, par rapport à certains métiers. Mais à l'heure actuelle, avec les progrès qui ont été faits, on peut très bien vivre avec un diabète et l'avenir de leur enfant n'est pas du tout coupé, fermé. Au contraire, je pense que comme ça l'a été pour moi, c'est une force. Est-ce qu'il y a une bonne façon de prévenir les parents et une mauvaise façon? Est-ce qu'il y a des termes à ne pas employer? Alors, je pense que là, c'est un côté psychologique que les médecins qui annoncent la maladie aux parents doivent prendre en considération. Après, ne connaissant pas forcément les personnes qu'ils ont en face, il n'est peut-être pas évident de choisir toujours les bons mots. Mais la prise en charge initiale est importante et l'annonce de la pathologie aussi est importante. Docteur Darnaud, on ne guérit pas du diabète, il faut bien qu'on ait cette idée-là en tête. On vit avec et donc tous les jours il faut accomplir certains gestes très précis. Oui, tout à fait. Donc dans la pathologie, il faut avoir un lecteur de glycémie, qu'il soit par autopiqueur ou maintenant les freestyle libres qui sont des petits patchs avec lesquels on peut scanner la glycémie sur le bras et avoir une glycémie quand on veut en fait. Ces enfants doivent se contrôler et faire les injections d'insuline rapides au moment des repas en fonction du nombre de glucides qu'ils ont mangés. Et ils ont également des insulines dites lentes ou des basales bolus quand ils ont une pompe à insuline pour régler l'insuline dont ils ont besoin au quotidien sans alimentation. Alors, on va voir un exemple précis d'une adolescente qui est scolarisée au collège de Cervione, Thiars, qui se soigne elle-même tous les jours. Regardez ce reportage de Émilie Arodo et Christian Giuliano. Au collège de Cervione, Thiars a été élève de 5e. À l'heure de la récréation, l'adolescente file chez la conseillère d'éducation. Il est temps de contrôler sa glycémie. « 2,76.
Je suis au-dessus de 1,60, il faut que j'appelle ma mère pour lui dire mon taux et tout dépend le taux. Soit je fais une injection d'insuline ou soit je me resucre. Au téléphone, sa maman opte pour l'insuline. Comme 10% des diabétiques, Tiara souffre d'un type 1 qu'on appelle insulinodépendant. Le diabète, je l'ai eu à 5 ans et demi et j'ai commencé à faire les injections d'insuline seule à 6 ans. Tiara se pique elle-même, mais chacun de ses gestes est effectué sous la surveillance d'un adulte. Je note à chaque fois le taux et ce qu'elle prend, si elle boit de l'eau, selon si elle est en hypo ou en hyper, ou si elle mange quelque chose. Et ensuite, elle repart en cours et elle finit sa journée. Ça pose aucun problème. Elle perd peut-être 2 minutes de récréation, mais sinon, non. Elle est une élève comme les autres. Pour permettre à l'adolescente de concilier maladie et scolarité, le collège et ses parents ont établi un PAI, un projet d'accueil individualisé. Les enseignants et l'encadrement ont été formés. L'idée, c'est quand même d'être calé sur les besoins de l'enfant à chaque fois. On n'a pas un PAI type. Et puis après, et aussi en fonction des conditions d'accueil, puisqu'il n'y a pas effectivement une infirmière qui est toujours présente. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse, nous, personnel non soignant, en fait, en tout cas n'étant pas dans la santé publique, on se doit effectivement de savoir quoi faire, à quel moment. Voilà, donc c'est pour ça que le protocole est très descriptif et il me donne des choses précises à faire et puis à suivre en cas de problème, effectivement. Nous, on est là, j'allais dire, juste pour s'assurer que ça se passe bien, mais c'est elle qui fait tout. La jeune fille fait tout, y compris photographier son assiette à la cantine. Si l'adolescente mange comme tout le monde, elle doit connaître la quantité de glucides ingérés. Pour calculer la dose d'insuline à s'injecter, Tiara envoie la photo de son repas à sa mère. Quand la petite est au collège, Sabrina n'est jamais loin. J'ai réussi un peu à relâcher la pression, comment on va dire. Bon, il y a ma mère qui travaille là-haut, la principale donc qui est très bien, donc qui m'appelle quand il faut. Je veux dire, bon, pour le dextro du 10h le matin aussi pareil. Je ne loupe pas un appel, je ne loupe pas un dextro. Et ensuite, non, si ça ne va pas, de toute façon, elle le sait, donc elle va chez la principale, elle m'appelle. Et en 10 minutes, je suis là-haut, 6 soucis. Hein. Je cours, j'arrive dans la toile, les 2 pieds joints. Les dextros et prises d'insuline rythment les journées de Tiara. Si ce traitement à vie est une contrainte, il ne la freine en rien. Je laisse faire vraiment ce qu'elle veut. Donc elle fait la danse, son hip-hop, la boxe, tout. Donc avant de faire un sport, elle se contrôle. Après, donc bon, on est des parents assez bien présents. Donc chaque sport, on y est, chaque 6 soucis, donc voilà, elle nous appelle. Non, je laisse faire sa vie normalement. Chez l'enfant et l'adolescent, le diabète de type 1 est en plein développement. En France, plus de 2000 nouveaux cas se déclarent chaque année. La Corse fait partie des régions les plus concernées par ce phénomène. Docteur Darnaud, nous avons besoin de vos lumières. Qu'est-ce qui est préférable d'utiliser une pompe à insuline ou un stylo? Est-ce que ça varie en fonction de l'âge, en fonction du patient, en fonction de la gravité de sa maladie? Ça varie. Alors déjà, en fonction de l'âge, ça c'est sûr. Les petits enfants de moins de 6 ans, on leur préconise vraiment une pompe à insuline pour plusieurs raisons, parce que l'enfant n'a pas une vie reproductive tous les jours. Un jour, il va faire la sieste, un jour, il va courir, et ses besoins d'insuline seront différents et ils seront beaucoup plus adaptables avec une pompe à insuline. Et comme il a un poids plus petit, les bolus et les doses d'insuline sont beaucoup plus fine et on peut régler de manière très petite les doses d'insuline avec la pompe à insuline de 0,05 en 0,05 alors qu'avec le stylo c'est de 0,5 en 0,5. Ça fait une différence de 10, donc c'est beaucoup plus fiable pour un petit enfant. Par contre, pour un adolescent... Est-ce que c'est lourd une pompe à insuline à porter? Alors, non, alors il y en a plusieurs. Donc il y a les pompes qui sont un petit peu maintenant... qui sont plus les nouvelles pompes qui ont bien marché, donc on a le boîtier, on a un cathéter et ça se met sous la peau, d'accord, et le boîtier se met dans la poche ou dans un petit étui. Et les nouvelles pompes qui sont sorties l'année dernière sont une pompe patch avec le patch qui est ici, qui se colle sur la peau, avec le boîtier qui est là, et
avec lequel on va pouvoir faire les bolus. Dans le cas d'enfants et d'adolescents, est-ce que le recours au stylo, finalement, ça ne permet pas d'être un petit peu plus discret par rapport à sa maladie, de ne pas la montrer aux autres? Alors en fait, chez l'enfant et chez l'adolescent, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le meilleur traitement, c'est celui qui sera le mieux accepté par l'enfant lui-même. Donc il faut savoir lui parler du traitement et lui laisser le choix du traitement et par rapport à ses envies, s'il a vraiment du mal à cacher, s'il veut cacher son diabète, il ne va pas forcément vouloir de la pompe à insuline. Maintenant, s'il n'aime pas les injections, il va vous préférer la pompe à insuline. Il faut savoir les écouter et respecter leur choix. Docteur Gabrielli, vous faisiez référence il y a quelques instants à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est pas simplement le fait de se soigner, c'est aussi tout ce qui englobe l'alimentation, le sport, en fait tout ce qui constitue la vie quotidienne d'un enfant et d'un adolescent. L'éducation thérapeutique, c'est tout ce qui va aider le patient à mieux vivre sa maladie. Aussi bien pour se prendre en charge, pour être autonome. Par exemple, au niveau de la pompe, l'éducation thérapeutique, c'est savoir maîtriser parfaitement la pompe, connaître par exemple toutes les erreurs possibles, toutes les messages d'erreur que peut délivrer la pompe, savoir réagir face à ces messages, avoir les bonnes attitudes, les attitudes les plus adaptées au moment où elles surviennent. Et au-delà de ça, l'éducation permet une certaine maturation du jugement, c'est-à-dire éduquer, ça vient de deux mots latins qui veulent dire conduire. C'est pas apprendre des protocoles stéréotypés comme tu as 2 grammes, tu fais tant. Ça, tout soignant est capable de le faire. L'éducation thérapeutique, c'est au-delà de ça. C'est pouvoir critiquer et c'est pouvoir juger d'une situation. Par exemple, comment faire face à une situation inhabituelle. Comment je fais quand par exemple, je me retrouve, je n'ai pas mon insuline sur moi. J'arrive au lycée et je n'ai pas mon insuline. C'est la première fois que ça arrive en 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Donner les armes, armer les gens pour faire face à des situations complètement inhabituelles. Ensuite, bien sûr, l'éducation thérapeutique, c'est souvent des messages aussi beaucoup plus... c'est quelque chose, je dirais, plus simple pour les gens de le comprendre, comme savoir ce qu'on va manger. Par exemple, je suis invitée chez des potes à un anniversaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir dans ce qui m'est proposé pour ne pas me mettre en danger? Et par rapport à quelque chose justement que je ne mange jamais, comment je vais m'adapter? J'ai jamais mangé de ma vie, par exemple, une génoise au chocolat. Cette part m'a l'air de représenter 200 grammes au jugé de gâteau au chocolat. Combien je vais faire, par exemple, d'unités d'insuline? C'est tout ça, l'éducation thérapeutique. C'est du savoir, des connaissances pures, connaissance de sa glycémie, connaissance du maniement de la pompe, connaissance des numéros d'urgence à prévenir, du savoir-faire technique, des manipulations, un savoir-faire, cuisiner sans trop de matière grasse, choisir des aliments riches en vitamines machin, vitamine C, vitamine D, etc. Composer un repas équilibré, comment je vais rattraper un écart alimentaire, tout ça aussi, c'est l'éducation qui leur permet de le savoir. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, faire face à l'imprévu, savoir se comporter en toutes circonstances sans se mettre en danger. Et aussi, l'éducation thérapeutique, c'est pas que le patient, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est savoir communiquer, par exemple, avec le conseiller d'éducation. Je voyais tout à l'heure une CPE qui surveillait la réalisation du dextro. Comment on communique avec les profs, comment on communique autour de sa pathologie. Qu'est-ce qu'on dit de sa maladie? Qu'est-ce que les autres ont besoin de savoir de sa maladie? Rosemarie Pasqualaggi, est-ce qu'au sein de l'association, vous sentez ce besoin d'information de la part des patients et de leurs parents? Alors, on a toujours besoin d'informations et d'accompagnement, surtout au fil de la vie de l'enfant, de ce qu'il peut rencontrer, parce que bon, ça se passe pas toujours forcément au mieux au sein de la scolarisation. On a des retours positifs, c'est vrai, mais on a des retours négatifs, comme par exemple certaines écoles où les enfants ne sont pas acceptés en cantine scolaire, que les parents sont obligés d'adapter
leur travail pour pouvoir se rendre faire les dextros. Là, dans le cas du reportage, la jeune fille est autonome, mais dans des écoles où les enfants sont plus petits, donc en primaire, il n'est pas toujours évident que l'enfant puisse faire tout ça tout seul. Donc il y a l'accompagnement des parents. Des fois, il y a l'intervention des professionnels, des infirmières libérales qui sont là pour faire et les dextros et les injections. Donc c'est beaucoup de gestion. Et surtout, je pense, pour certains parents, beaucoup de sacrifices pour pouvoir accompagner au mieux leurs enfants. C'est pas toujours évident. Mais concrètement, est-ce qu'on peut, par exemple, refuser d'inscrire un enfant à la cantine parce qu'il est diabétique? Alors apparemment, il n'a pas. La scolarisation est obligatoire, donc ils peuvent pas le refuser au sein de l'école. Mais apparemment, vu le retour des parents que nous avons, il y a eu des refus d'acceptation de l'enfant en cantine, quoi. Certains enseignants sont frileux d'accueillir des enfants qui ont cette maladie dans leur classe? Je ne pense pas frileux parce que bon, avec les PAI et puis bon, les professionnels de santé. PAI, donc on répète, projet d'accueil individualisé. Voilà, individualisés qui sont établis avec le médecin scolaire et la famille et puis le médecin qui suit l'enfant. Je pense que ça se passe au mieux. Après, c'est sûr qu'ils ont peut-être besoin d'informations, d'être mieux accompagnés. Moi, il m'est arrivé de rencontrer dernièrement un instituteur il avait le PAI, mais il n'avait pas tout compris. Donc, c'est moi qui l'ai lu avec lui et qui lui ai expliqué certains termes. Et surtout, je lui ai montré ce que c'était que l'insuline, tout ce que l'enfant avait à sa disposition et qu'il ne savait pas parce qu'on lui a dit, voilà, ce petit est diabétique, mais il se gère très bien. Donc, pas d'inquiétude, quoi. Donc ces informations, ces renseignements, on les a auprès de l'association, on les a auprès de vous, médecins. Docteur Gabrielli, vous faites partie du RCMC, c'est le réseau Corse Maladies Chroniques. C'est un réseau qui permet, grâce à son maillage territorial, d'avoir des relations de proximité avec les malades et leurs familles. C'est pour ça qu'il a été construit, justement, parce qu'il y a des inégalités de santé qui s'expriment de différentes façons. Et une principale inégalité de santé, c'est le recours aux spécialistes. Et le diabète de l'enfant est une pathologie de spécialiste, parce que c'est souvent compliqué, avec des interventions. C'est déjà pas facile de faire grandir un enfant qui va devenir un adolescent et un jeune adulte. Donc il se passe déjà plein de choses quand déjà la maladie n'est pas là. Alors quand ce type de maladie chronique fait irruption dans la vie, c'est sûr que c'est compliqué. Alors nous, au RCMC, on intervient aussi pour les patients diabétiques de type 2, les adultes. Et concernant les enfants, on a mis un programme d'ETP qui va commencer à tourner donc à partir de janvier 2018 et qui va être présent sur tout le territoire corse. Alors justement, c'est pour réduire des inégalités de santé. Parce qu'il est évident que le petit Bastier ou le petit Ajaxien ou le petit Calvet a accès à des spécialistes. Il évolue dans des bassins avec des spécialistes, des hôpitaux, des moyens. Par contre, l'enfant qui évolue dans un cadre plus rural, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de rencontrer ces spécialistes. Donc le réseau peut aller à sa rencontre sans difficulté. Docteur, le plus près de son domicile et surtout, le plus près de ses habitudes. Docteur Darnaud, est-ce qu'il y a assez de spécialistes à la fois pour le diabète et pour les enfants? Ou est-ce que vous êtes l'une des rares médecins qui s'occupent des deux? Alors, en termes de pédiatrie, on n'est pas très nombreux. En termes d'endocrino et de diabétologue pédiatre, je suis seule en Corse. C'est pas énorme, d'autant que l'endocrinologie est aussi gère énormément de pathologies et effectivement c'est peu, c'est sûr. Maintenant, en développant les programmes d'ETP, on peut aussi s'aider tous mutuellement pour pouvoir réduire les besoins médicaux et pouvoir proposer à ces enfants des formations en plus de la visite médicale.
Alors, vous avez insisté sur le fait de bien prendre en charge donc cette maladie. Nous allons voir un exemple d'un jeune homme qui s'appelle Maxime Bertrand, qui a été diagnostiqué quand il était petit. Eh bien, après une phase de démotivation, grâce au sport, il mène désormais une vie saine et qu'il qualifie lui-même de la plus normale possible. Voici son portrait grâce à Perrine Kettels. Maxime enchaîne les foulées, dévore les kilomètres. 5 séances de course par semaine dans les ruelles vides de son petit village de montagne. Plus de 70 km avalés en quelques jours. Un entraînement extrême qu'on disait impossible pour lui. Car Maxime a une particularité, il est diabétique. 1,30. C'est bien? Oui, c'est nickel. Oui, la moyenne, c'est entre 0,80 et 1,80. Pendant chaque entraînement, il vérifie son taux de sucre dans le sang. C'est indispensable. Si je n'ai pas assez de sucre dans le sang, je tombe en hypoglycémie. Et bon, je peux faire à court terme un coma, dans le pire des cas. Et si je suis plus élevé, ça pose plus de problèmes à long terme. Déjà, il y a des dégâts à long terme. Mais même sur le court terme, ça m'empêche de pouvoir respirer correctement. Le sang est très épais, donc mon cœur il force beaucoup plus. Lui qu'on disait malade et faible enchaîne les ultra-trails, soit plus de 100 km de course en pleine montagne. C'est juste une hygiène à s'imposer, des petits gestes, se contrôler, faire attention à ce qu'on mange. L'ultra-trail, un rêve, et comme un pied de nez à ceux qui le rabaissaient à sa condition de diabétique. Pour Maxime, la maladie a été une émulation supplémentaire. Moi, si j'ai fait ces ultras, c'est aussi parce que j'avais le diabète et que je voulais me prouver quelque chose et prouver quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai apprivoisé, je vis avec. Si je ne l'avais pas, je ne ferais rien en réalité. Maxime a un nouveau défi, redonner de la confiance aux jeunes diabétiques grâce à une association qu'il est en train de créer. Aide médicale, atelier culinaire et de sport, il veut montrer aux jeunes que tout est possible malgré la maladie. Moi, je ne veux pas dire aux jeunes, vous êtes comme des non-diabétiques, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, vous avez le diabète, ok, mais c'est pas grave, tout le monde a un problème dans sa vie. Mais si vous vivez bien avec votre problème, si vous réglez bien votre diabète, vous pourrez faire ce que vous voulez. Tout faire, même un métier physique. Après avoir été refusé dans l'armée à cause de son diabète, Maxime a décidé de devenir maçon. Et il est formel, il peut accomplir autant de choses qu'une personne non malade, et même bien plus. Rosemarie Pasqualacci, le regard qu'on porte sur un enfant qui est malade peut être lourd à porter pour un petit bonhomme ou une petite fille. Oui, tout à fait. Et puis le regard des autres enfants aussi peut être lourd. Donc des fois, il y a des moqueries, il y a encore un peu de discrimination, de comportement, je dirais. Donc c'est pas toujours évident au quotidien. Moi j'ai eu la chance, entre guillemets, je dirais, de déclarer ma maladie à l'âge adulte. Donc je n'ai pas connu ça, mais quand vous rencontrez un enfant qui vous raconte qu'il a l'impression d'être seul au monde, qu'il se cache pour faire ses injections ou qu'il met pas la pompe parce qu'il n'a pas envie que ses camarades le sachent, ça fait encore mal, surtout à notre époque. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire évoluer les mentalités et faire reconnaître au plus grand public cette maladie. Docteur Darnaud, est-ce que c'est ça qui peut démotiver, par exemple, des adolescents ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir de l'adolescence, c'est que c'est déjà une période difficile pour l'enfant qui n'a pas de pathologie chronique et que c'est une période où il va faire des tests, il va se mettre en danger éventuellement. Et c'est pour l'enfant qui a un diabète une bonne raison de ne plus vouloir se traiter ou de ne pas vouloir montrer à ses camarades qu'il a le diabète et de vouloir parfois tester ses limites en essayant de savoir jusqu'où il peut aller sans faire de traitement, par exemple. Alors, on focalise sur l'alimentation, on dit qu'il faut faire attention, on dit qu'il faut bien prendre son traitement, mais docteur Darnaud, le diabète peut avoir aussi des répercussions, par exemple sur la vision, sur d'autres fonctions, ça aussi on oublie de le dire, mais ça touche effectivement beaucoup de fonctions chez un être humain. Tout à fait. Les complications à long terme, et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un équilibre
très bon chez l'enfant parce qu'on sait qu'il a une pathologie qui va durer longtemps. C'est des complications cardiaques, des complications rénales et des complications ophtalmo qui, en abîmant les artères de petit, moyen, gros calibre. On essaye, alors pour revenir juste à l'adolescent de tout à l'heure, il faut vraiment que ces adolescents puissent leur parler, les laisser nous exposer leurs besoins et leurs envies pour pouvoir les aider au mieux à avoir envie de faire leur traitement. Alors précisément, un ophtalmologiste, le docteur Vincent Paoli, va nous parler effectivement de cette période difficile pour se soigner, l'adolescence. Nous l'écoutons. Le plus important, c'est le dépistage. Le dépistage, les recommandations sont très claires. C'est une consultation, un fond d'œil systématique chez son ophtalmologiste une fois par an. En faisant ce fond d'œil, on permet de dépister des problèmes qui arrivent très tôt et on peut conseiller l'enfant, les parents, se mettre en relation avec le médecin généraliste, l'endocrinologue pour pouvoir adapter au mieux le traitement pour stabiliser la maladie et ne pas arriver justement au stade problématique de la rétinopathie diabétique. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la cécité ? Alors ça peut effectivement aller jusqu'à la cécité. En particulier, le risque est plus important chez les adolescents, chez qui il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles pour le suivi de leur traitement, pour prendre en conscience des risques. Et c'est une période qui est vraiment capitale dans le suivi et la prise en charge de ces patients. Alors je vous le disais au début de cette émission, on a constaté depuis quelques années que le diabète de type 1 progresse énormément chez les enfants en France. Plus de 2000 nouveaux cas ont été diagnostiqués avec un diabète de type 1 chaque année entre 2013 et 2015. Et les taux les plus élevés ont été observés en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France, selon une étude qui a été publiée il y a quelques jours à peine par l'agence Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire. Alors, les enfants qui ont été diagnostiqués avaient entre 6 mois et 14 ans. Alors, pourquoi cette augmentation ? Docteur Gabrielli, est-ce qu'on a des réponses à cette question ? Alors, d'abord, ces chiffres viennent d'être publiés. L'enquête qui a été faite est une enquête qui a pas des biais, c'est-à-dire des éléments qui pourraient gêner les résultats produits. En particulier, c'est une enquête qui est basée sur les chiffres de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on a enregistré des enfants. On a pris donc des tranches d'âge qui correspondaient à des enfants et on a regardé les prescriptions de la sécurité sociale. Il fallait donc que tous ces gens aient eu une prescription d'insuline au cours de l'année qui a suivi en général une hospitalisation. Et la tranche d'âge correspondant à l'enfance. Effectivement, il semblerait qu'il y a une augmentation, d'abord une augmentation assez préoccupante qui concerne 3 régions, la Corse en tête, suivie de peu par PACA, et suivi à une certaine distance de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Alors, pour expliquer ça, on n'a pour l'instant pas beaucoup de pistes. D'abord, on fait face à quelque chose de nouveau. C'est vrai que le diabète de type 1 était quand même en augmentation d'environ 3% tous les ans, avec des gradients qu'on connaissait, le gradient nord-sud, le gradient est-ouest, etc. Autrement dit, par exemple, là dans cette étude, la Corse, Cécile, c'était 21,7. Hein, 21,7 enfants pour une tranche pour 100 000 enfants. Donc déclare un diabète de type 1, c'est considérable, la moyenne française étant à 18. On est un petit peu en dessous de la Sardaigne, par exemple, si on veut comparer une autre région limitrophe. Et on est très au-dessus de la Macédoine, où il n'y a que 3,9 enfants diabétiques pour 100 000 enfants. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait justifier cette augmentation ? Alors, cette augmentation, le gradient, je peux pas le justifier, mais le gradient, il est ce qu'il est, il a toujours été comme ça, et il y a différentes théories qui sont venues émailler le gradient. Ce fait que, par exemple, en Finlande, il y ait 41% d'enfants diabète de type 1 pour 100 000 enfants.
Donc là, c'est énorme. Pour la Corse, qu'est-ce qui pourrait expliquer pour la Corse? Alors la Corse, justement, voilà, la Corse, on n'est pas justement un pays d'Europe du Nord. Alors, les théories, je dirais, qui sont avancées, puisque je pense que c'est ce que vous voulez m'entendre dire, il y a une théorie hygiéniste. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à devenir un peu trop propres pour leur progéniture, empêchent cette progéniture de faire son immunité. Donc, autrement dit, plus on utilise de lingettes, moins on laisse les enfants avoir, on va dire, une saleté acceptable, et plus ils vont rencontrer donc de microbes à un âge plus avancé, et plus la réponse immunitaire va être explosive. Et peut-être que donc le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, n'échappe peut-être pas à cette théorie donc de la tempête immunitaire face, on va dire, à une réponse exagérée à un stimulus donné. Autrement dit, c'est tout à fait banal de rencontrer le virus de la grippe, de là à en faire un diabète. Ça, c'est ça qui est beaucoup plus préoccupant. Est-ce que ça pourrait être dû, par exemple, à la pollution ou à notre façon de vivre actuellement? Absolument. Ça, c'est la deuxième chose qui est mise en avant. C'est en particulier les particules fines. Les particules fines étant, par exemple, ce qui est rejeté par les moteurs à combustion, les moteurs diesel, qui utilisent donc le carburant diesel et les fioul lourds. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il y a des perturbateurs. Pardon, il n'y a pas d'explication pour l'instant. Il y a des pistes, mais pas d'explication. Non, mais il y a quand même des pistes sérieuses. Il y a des pistes sérieuses parce qu'on commence quand même à publier de plus en plus de choses, en particulier sur les perturbateurs endocriniens qui augmentent, maintenant on le sait, hein, ça on sait lesquels en particulier. On sait qu'ils augmentent le diabète de type 2, on sait qu'ils augmentent certains cancers, en particulier les PCB, la dioxine, etc. Et des perturbateurs endocriniens issus par exemple de l'agriculture et de tout ce qu'on est capable de respirer, hein, des moteurs diesel, de la pollution des bassins pétrochimiques, ce qui expliquerait d'ailleurs la prévalence dans le Nord, la Picardie et la Corse finalement n'échappe pas tellement à cette pollution pétrochimique parce que, en particulier sur la dorsale orientale de la Corse, vous avez quand même des courants qui drainent beaucoup de polluants du golfe de Gênes où il y a quand même des industries pétrochimiques, de la plasturgie en particulier, qui sont très développées. Et ça, ce sont des pistes très intéressantes pour expliquer cette explosion du diabète de type 1. Alors, je voudrais signaler une initiative très intéressante des habitants. Oui. Allez-y, je vous en prie, mais rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Alors, une initiative très intéressante, on va dire, des habitants du golfe, du bassin pétrolier, donc de l'étang de Berre, qui se sont groupés avec des mairies et des collectivités, je dirais, locales, de façon à mandater de façon complètement privée des études. Ils ont payé des chercheurs privés pour produire des études et qui sont très intéressantes parce qu'elles pointent les polluants et surtout, elles donnent des pistes de recherche pour, à défaut bien sûr de se délocaliser. On ne peut pas imaginer que des parents vont quitter leur travail et aller chercher un hypothétique travail dans une autre région, malheureusement. Mais par contre, il y a des pistes pour améliorer, par exemple, la qualité de l'air et la qualité de l'alimentation dans ces bassins-là. Eh bien, nous suivrons attentivement ces pistes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'enfant et le diabète de type 1, mais le temps passe. Nous allons passer maintenant donc à notre rubrique suivante, le rendez-vous de Saloud. Les 8 et 9 décembre prochains se déroulera l'édition 2017 du Téléthon à l'initiative de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies. Un rendez-vous qui génère beaucoup de manifestations. Alors que va-t-il se passer dans notre région? Tour d'horizon avec les deux référents de l'AFM. Et on démarre tout de suite avec l'extrême sud où les manifestations ont démarré le 15 octobre. Ça va monter en puissance, hein, chaque week-end, un grand nombre de manifestations, que ce soit du loto, que ce soit des repas, que ce soit des thés dansants. Tout est organisé pour que la population de Bonifaciens puisse se rendre au Téléthon. Et puis, vous avez quand même un soutien très important cette année de la part des pompiers. Pourquoi ? Alors, il y a eu le congrès des pompiers, hein, et c'est vrai, ça nous a permis de renouer avec des casernes, même si celles de Corse du Sud sont particulièrement actives à tous les télétons depuis déjà des décennies. Et que vont faire spécifiquement les pompiers cette année? Alors, les pompiers vont faire un rallye, rejoindre différentes villes, les différentes casernes, de façon à ce que le samedi à 13h, ils se retrouvent dans les casernes de Bonifacio et de Sartène afin de faire les animations prévues pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes.
Et puis cette année, Ajaccio sera également très présente. Ajaccio sera également présente sur le village Téléthon qui se tiendra place Millau, où autour d'un grand tournoi de boules, les différents artisans, les différentes associations vont pouvoir montrer ce qu'ils ont réalisé pendant toute l'année dans le cadre du Téléthon. Le Téléthon, c'est aussi l'occasion pour les artistes de se manifester, d'être à vos côtés. Est-ce que ça va être le cas encore cette année? Tout à fait. Toute la journée du samedi, des musiciens, des danseurs vont se relayer sur un podium qui a été mis en place sur cette place Millau. Et il y aura également à l'Espace Diamant un grand spectacle de musique organisé par l'association des musiciens de Corse. Vous allez avoir des plateaux de football avec la Ligue de football qui s'implique. Vous avez l'EDF avec 800 personnes qui vont s'impliquer. Et vous avez tous les défis sportifs des fils rouges, avec de l'aviron, du côté de la côte orientale, des courses cyclistes. Donc tous ces événements-là, on ne peut pas en citer qu'un, puisque vous avez quand même la particularité, et c'est ce qui est important, toutes ces institutions comme les gendarmeries qui vont faire quelque chose, les pompiers qui s'impliquent dans toute la Corse et qui ramènent un bon chiffre, les militaires de Corté, les commerçants de Corté, donc Calvi, la Balagne, le Cap Corse, la côte orientale, Luciane, tous ces secteurs sont impliqués et il n'y aura que des défis sportifs. Il y aura la concentration sur la place Saint-Nicolas, avec tout ce que vous voulez, des grandes paellas, des défis, la marche, et ensuite nous avons l'école de danse qui sera au théâtre. Et partout c'est décentralisé, évidemment. Nous sommes obligés parce que comment motiver nos organisateurs? Et à ce niveau-là, je voudrais quand même les remercier. Tous ces organisateurs, sans eux, le Téléthon n'existerait pas. Et sans cette fourmilière que vous avez vue aujourd'hui, on n'aurait pas eu de Téléthon. Et nous l'avons. Et la Haute-Corse est fière de vous dire aujourd'hui que nous allons essayer de battre les 350 000 € que nous faisons en moins de 30 heures. C'est déjà pas trop mal. A Speranza un giorno e chi tutte queste famiglie di malati che li vengono a fianco a noi, tutta sta gente generosa dell'Alta Corsica, che non possono morire un giorno a momento contro queste malattie e grazie a tutta questa gente che danno i soldi. Allora, a voglia in francese è in corso, 36, 37 in corso e 36, 37 in francese, ma voglia lì, la speranza c'è e malattie ci sono, che sono guarite, in primo momento oggi sviluppa tutto, ma vi posso dire che malattie a momento non ti luci, non ti a pelle, non ti una moltitudine di cose. N'oubliez pas 36-37 pour faire un don. L'an passé, plus de 92 millions d'euros avaient été récoltés. Dernière rubrique de Salud et maintenant à lire, à voir. Nous approchons de la fin de cette émission. Docteur Darnaud Abbassia, nous revenons vers vous. Il va être question d'enfants avec votre coup de cœur. Oui, tout à fait. Moi, je voulais vous parler d'une enquête de dépistage précoce des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique qui est menée par le Centre Ressources Autisme dont je fais partie et qui a été mandaté par l'Agence régionale de santé. Cette étude va être menée grâce à la diffusion d'une affiche qui a été réalisée par le CRA en commun avec le dessinateur Plantu et qui met en évidence des petites situations d'enfants qui peuvent avoir des troubles du spectre autistique. Cette affiche sera déposée dans les cabinets médicaux, dans les écoles, dans les PMI et on invitera donc les parents qui reconnaissent des signes chez leurs enfants à consulter leur médecin. Il y a également en parallèle tout un petit panel d'explicatifs pour les médecins traitants et les pédiatres pour qu'ils puissent eux aussi parler aux parents et les orienter vers un dépistage plus rapide. Alors, après les enfants, on va s'intéresser aux médecins avec vous, docteur Gabriel. Il s'agit d'un livre
Alors, le coup de cœur, bon, ce n'est pas un livre très récent, c'est un livre ancien, et même c'est un livre qui est tiré du scénario d'un film que j'affectionne particulièrement, qui s'intitule 7 morts sur ordonnance. Et c'est un très vieux film, enfin un très vieux film, c'est un film des années 70, et qui fait plonger donc le lecteur ou le spectateur dans une ville de province. Je crois que c'est basé sur une histoire vraie, je crois que ça s'était passé du côté de Clermont-Ferrand. Hein, c'est ça? D'à côté de Reims? Ah ben c'était plus haut alors. Et je crois à 15 ans d'intervalle, un médecin se suicide et suicide sa famille. Et on s'interroge donc sur les raisons qui ont causé ce drame. Et apparemment les raisons sont communes. Et c'est le harcèlement dont ont été victimes les deux médecins de la part d'un vieux mandarin qui incarne une certaine idée de la médecine qui est monolithique, figée, toute puissante, une médecine de fric, hein, une médecine de mandarinat, et ce qui est reproché en fait donc, grâce à vos conseils, on peut à la fois se replonger dans le livre et dans le film. On est obligé de conclure, mais donc c'est deux bonnes occasions pour à la fois relire le livre et voir le film. Merci à vous. Rosemarie Pasqualaggi, votre coup de cœur, s'il vous plaît. Ben moi, mon coup de cœur, il n'est pas très original. Hein, ça porte sur le diabète. C'est le grand livre du diabète du professeur Jean-Jacques Atman, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a aidé à surmonter les premiers mois de ma maladie, car ça m'a appris à mieux connaître la maladie, à mieux la gérer et à avoir des réponses aux questions que je me posais. Alors moi, je vais rebondir sur le diabète avec une application. On parlait tout à l'heure du RCMC, le réseau Corse Maladie Chronique. Il existe une application pour les enfants, précisément, RCMC Kids. Merci à vous trois d'avoir été nos invités. C'est la fin de cette émission. Merci aux équipes de journalistes et de techniciens qui m'ont aidé à préparer et présenter cette émission. Bonne soirée.